Je vous souhaite la plus cordiale des bienvenues. Je suis Michèle Asselin, directrice générale de l'ACOSI. Avant de débuter cette activité, je tiens d'abord à souligner que les terres sur lesquelles est situé le secrétariat de l'ACOSI font partie du territoire traditionnel non cédé des Kanien'kehá:ka Mohawks, qui a longtemps servi de lieu de rassemblement et d'échange entre les nations. Si vous le voulez, je vous invite à inscrire dans la boîte de clavardage sur quel territoire vous êtes situé. Cette activité est le fruit d'un partenariat entre la chaire Claire-Bonenfant et la COSI. Ensemble, nous avons décidé d'amorcer une importante démarche réflexive autour de la question comment transposer les discours féministes intersectionnels et décoloniaux en pratique et en action concrète en coopération internationale. Nous sommes persuadés que la Journée internationale des droits des femmes est tout indiquée pour débuter cette réflexion collective. Ce partenariat est en partie financé par le Réseau québécois en études féministes, le REQEF, et avec le soutien financier d'Affaires mondiales Canada. Transformons le monde dès maintenant. Cette activité s'inscrit également dans le cadre de l'action de la COSI pour la co-construction d'un monde juste, égalitaire et solidaire qui mise sur le partage des savoirs fondé sur une réelle réciprocité. Je donne maintenant la parole à Isabelle Auclair, animatrice de la rencontre. Bonne rencontre. Merci beaucoup, Michèle. Merci tout le monde. C'est vraiment un plaisir d'être là aujourd'hui. Je vais être co-animatrice avec Mounia. Je vais prendre quelques instants pour expliquer un peu le déroulement de ce bel événement qui est bien dense. Avant tout ça, Michèle l'a bien nommé, on est dans un événement qu'on attendait avec impatience d'ailleurs, de collaboration entre la chaire Claire-Bonenfant, l'équipe de la COSI et bon, on a toutes les caméras d'allumées, mais il y a quelques personnes qui vont prendre la parole aujourd'hui, mais il y a plein d'autres personnes qui ont rendu cet événement-là possible. Puis, on voulait juste remercier ces personnes-là d'entrée de jeu. Donc, je remercie notamment Jade Saint-Georges, Catherine Robitaille, Marie-Sophie Villeneuve, Marie-Rosalie Sagna, Oscar Benavides Calvacci, Hélène Gobeil, Hélène Bérère, bien sûr, Mounia. Puis, je ne vous ai pas nommé qui est de la chaire et qui est de la COSI parce que ça a été un travail collectif, donc je laisse ça comme ça. Un merci aussi particulier pour le travail qui a déjà commencé à être fait et qui va rendre cet événement-là possible, accessible dans 3 langues différentes. Donc, André, Maïra, Myriam et Daphné qui assurent l'interprétation aujourd'hui. On sait que c'est essentiel. Donc, voilà pour mes remerciements d'une part pour l'organisation. Au niveau du déroulement, on est en formule table ronde, donc moins des conférences plus traditionnelles. On a 4 invités qui elle aussi, bien sûr, là, je donne mes grands remerciements. On s'est sentis privilégiés, très heureuses. Quand on a eu des réunions de préparation, on a dit, c'est qui les personnes qu'on rêverait d'avoir? Et on a tendu des perches des invitations et elles sont là aujourd'hui. Donc, je ne vais pas vous donner toute leur biographie. Vous avez eu accès sur les réseaux sociaux, puis je vous invite à aller visiter là, de la COSI, de la chaire pour beaucoup plus de détails, mais je vais quand même vous les nommer. Donc, on a avec nous Shamindra Wirawardana, qui est autrice, professeure, chercheuse et analyste politique. On a aussi avec nous Noélie Guzmán Narváez, qui est cofondatrice et coordinatrice de recherche à la Asociación de Investigadoras Indígenas, Campesinas y Urbanas. On a Rose Ndengue, qui est professeure adjointe à l'Université Glendon York. Et finalement, Sofía Zaragoza, qui est professeure et chercheuse adjointe à la Universidad San Francisco de Quito.
Donc, voilà, bien sûr, ça ne rend pas justice à tout le travail de ces personnes-là. Donc, vous allez déjà avoir l'opportunité de les entendre, mais d'aller explorer le travail qu'elles font chacune. Concernant le déroulement, 2 tours de table, donc je vous disais, animation partagée. Donc, premier tour de table, c'est moi qui ai l'opportunité de l'animer. Donc, je vais poser une question à chacune des panélistes. On a été rigide dans le temps, c'est-à-dire qu'on veut avoir le temps d'entendre tout le monde. Donc, elles ont 4 minutes chacune pour répondre aux questions pour chacun des tours de table. Première partie, on va un peu mettre la table conceptuellement. Donc, l'idée, c'est de se donner un peu des bases communes, mais des bases contextualisées depuis leurs différentes expériences, différentes expertises aussi des panélistes. Deuxième tour de table qui va être animé par Mounia. Là, sur la base des concepts qu'on a vus, on aura vu définition. On va s'enligner plus sur les pratiques liées à l'approche féministe décoloniale. Donc, on veut un peu s'inspirer, Michel l'a dit, comment on transforme les choses, comment on pose des actions. Donc, nos panélistes vont certainement nous donner des pistes très inspirantes. Chacun des tours de table va durer une vingtaine de minutes. Et par la suite, on a un bloc d'une 40aine de minutes qui sera aussi animé par Mounia, dans lequel on vous invite, bien sûr, moi je suis certaine que ça va susciter des questions, mais aussi des commentaires. Chacun et chacune d'entre vous avez aussi des expériences, très certainement des choses à dire. Donc, ce sera l'espace pour partager avec nous ou poser des questions, aller plus en profondeur. On va vous demander d'utiliser, si vous souhaitez, prendre la parole, utiliser la fonction de lever la main. C'est Mounia qui va qui va accorder les droits de parole. Moi, je vais faire mon possible, mais avec le soutien de Catherine Robitaille, donc ça devrait aller mieux, pour avoir gardé un œil dans la partie discussion. Donc, tout au long, vous pouvez dès à présent, vous avez déjà commencé à participer dans tous les cas. Si vous avez des commentaires, si vous avez des questions et que vous préférez les partager par écrit, Catherine et moi, on va s'occuper dans la partie discussion de les relayer. Donc là, je pense que le déroulement est assez clair. S'il y a des questions, comme je dis toujours dans mes cours, n'hésitez pas, interrompez-nous, posez des questions. Mais je pense que pour le déroulement, ça va. Donc, j'entrerai dans la première partie, donc premier tour de table sur toutes les questions plus de définition. Je vais, pour ce tour de table-là, on l'a nommé, on a la chance d'avoir des personnes interprètes qui nous accompagnent. Je vais poser des questions en espagnol à nos panélistes qui vont répondre en espagnol et en français à celles qui vont répondre en français. Donc, ma première question sera pour Sofía. Donc, Sofía, sabemos que el desarrollo del enfoque del feminismo decolonial está muy asociado a la región de América Latina y quisiéramos escucharte en una respuesta de unos minutos. Sabemos que es poco para poder responder a tan grande pregunta, pero darnos unas pautas, una definición contextualizada desde justamente América Latina. Te doy la palabra. Muchísimas gracias, Isabel, y también muchísimas gracias a todas las organizadoras y las personas que nos acompañan hoy. Primero quiero agradecer la traducción, que ese es un aspecto fundamental para asegurar una descolonialidad en la praxis feminista de tener justamente estas conversaciones. Entonces, bueno, el feminismo y los feminismos descoloniales, y ahí hago la diferencia entre decolonial y descolonial, descolonial implicando más la praxis de deshacernos de esa colonialidad persistente en el mundo contemporáneo y también por su definición más arraigada en América Latina. Los feminismos descoloniales son plurales y creo que uno de los primeros puntos es que yo creo que estaría fuera como del ejercicio de querer tener una sola definición. Creo que hay muchísimas, pero sí quisiera dar algunas pautas de qué significa cuando estamos hablando o luchando desde o conceptualizando desde los feminismos descoloniales. Entonces, uno de los aspectos, además de la pluralidad, es que el racismo y la colonialidad están en el centro del análisis, ¿no? Y esto es
algo fundamental porque la gran crítica que hacen los feminismos descoloniales es justamente a la blanquitud del feminismo, también a la colonialidad, que también puede estar a veces ciertos feminismos alineados, como por ejemplo un feminismo liberal, ¿no? El feminismo descolonial latinoamericano en particular promueve entonces una perspectiva antirracista, antiimperialista, anticolonial e interseccional desde los feminismos de la Via Yala y el sur. Y aquí quisiera resaltar dos aspectos que, bueno, digamos que teóricas de América Latina como Derkis Espinosa Miñoso, Karina Ochoa, María Lugones y otras colegas y Mara Viveros sitúan el lugar del feminismo descolonial o los feminismos descoloniales latinoamericanos desde la Via Yala, que es este lugar preconquista, es un lugar imaginario, es un lugar político, desde donde respondemos a esa pregunta de cuáles son esos feminismos nuestros, ¿no? Nuestros, bueno, lo nuestro voy a complejizarlo y matizarlo más en la segunda ronda de preguntas, pero hay una necesidad de distanciarnos de estos feminismos hegemónicos, de un feminismo que no toma en serio el antirracismo, que no toma en serio la colonialidad y sobre todo posicionarnos desde el sur, ¿no? Entonces la Via Yala, por un lado, el feminismo descolonial latinoamericano es una geopolítica y su lugar es de la Via Yala. Entonces, por eso por un lado. Por otro lado, una epistemología ha aportado mucho a las discusiones sobre quién conoce, por quién conoce y para qué conocemos desde los feminismos, ¿no? Entonces, aquí abrimos a los saberes desde otras poblaciones racializadas, también desde mujeres que no han participado en esas discusiones clásicas sobre el feminismo. Y aquí, por ejemplo, discusiones sobre la metodología, los métodos feministas, eso se vuelve un tema muy importante, una bandera del feminismo descolonial o los feminismos descoloniales de latinoamericanos. Entonces, por un lado tenemos la geopolítica, ¿no? Que es desde la Via Yala del sur, y la pluralidad desde donde conocemos y cómo conocemos, ¿no? Creo que también es importante distinguir que cuando hablamos de los feminismos descoloniales latinoamericanos no debemos como de una asumir que el feminismo comunitario o el feminismo o los feminismos indígenas necesariamente se conciben dentro de ello. Creo que hay matices muy importantes que debemos siempre señalar. Y en eso, digamos, el campo donde yo trabajo, el feminismo descolonial, es en la geografía. Y voy algunos años ya escribiendo sobre la geografía feminista descolonial, en el cual yo lo he definido como una línea que analiza las articulaciones entre la colonialidad del género y el racismo con la construcción social del espacio. Entonces, eso para mostrarles cómo el feminismo descolonial latinoamericano comienza a permear diferentes disciplinas y eso ha sido un giro epistemológico muy importante porque ya podemos aterrizar estas discusiones de antirracismos y anticolonialidad en nuestras disciplinas particular. Y para terminar, para mantenerme dentro de los minutos que se nos otorga, sí quisiera en esta línea de la geografía feminista descolonial, pues ahí lo que estamos trabajando mucho son los espacios, ¿no? ¿Cuáles son los espacios de la geografía feminista descolonial? Diría que efectivamente la Via Yala es uno, el sur es otro, pero también estamos recuperando y dialogando con otras epistemologías, como por ejemplo las geógrafas feministas desde la negritud o negras, en posicionar a Méfrica Ladina de Leila González también. Así que muchas gracias. Muchísimas gracias, Sofía, por, vamos a decir, poner la mesa y obviamente el reto era grande de dar definiciones, las colegas van a seguir, pero solo resaltar y para hacer un hilo con lo que viene, pero la importancia de la pluralidad y de feminismos en su totalidad y descoloniales y lo que nos aportaste también en cuanto a reflexión geopolítica, ciertamente, pero metodológica también, que nos vendrá en lo que sigue, ¿no? Como estos cuestionamientos se aterrizan también. Así que
Muchas gracias otra vez. Si on poursuit avec Rose, donc toujours dans une perspective un peu là, comme on a débuté avec Sophia, de réfléchir au concept de féminisme décolonial, et Sophia nous en parlait au pluriel notamment. Pourriez-vous nous parler de l'afroféminisme et féminisme africain aussi sous une perspective décoloniale, s'il vous plaît? Bonjour à toutes et à tous. Merci pour l'invitation et puis merci justement aux interprètes qui font un formidable travail qui nous permet de diffuser les savoirs au-delà de nos langues. Avant de commencer, je vais essayer de tenir les 4 minutes aussi, j'ai mis un petit rappel. J'aimerais, vu qu'on est en train de penser la solidarité internationale décoloniale, exprimer ma solidarité, je le fais déjà sur mes propres canaux à travers les hashtags africains en Ukraine. Avec ce qui se passe en Ukraine actuellement, il y a plein d'étudiants africains et de populations noires en général qui subissent une fois de plus le racisme et les effets de la suprématie blanche. Je voudrais aussi exprimer ma solidarité à des enjeux très camerounais, donc des enseignants qui sont mobilisés depuis bientôt 3 semaines maintenant sous le hashtag Crémorte pour revendiquer le respect de leurs droits, le droit à leur salaire, le droit à leurs avancements. Et aussi exprimer ma solidarité pour une situation très particulière au Cameroun aussi, qui est une guerre qui se passe en ce moment dans la partie anglophone et dont vous pouvez en savoir plus sous le hashtag And Anglophone Crisis. Donc, voilà. Alors, donc, réfléchir au concept de féminisme décolonial avec la perspective afroféminisme et féminisme africain. Comme l'a dit Sophia tout à l'heure, on ne peut pas parler d'un féminisme décolonial, mais plutôt de féminismes décoloniaux. Et réfléchir à ça sous le prisme afroféministe et féminisme africain au pluriel, féminisme africain, c'est penser en fait la colonialité du pouvoir et la colonialité du genre qui traversent l'expérience des femmes noires, à la fois sur le continent africain, mais également en diaspora. Et il s'agit donc de penser à la manière dont elles luttent quotidiennement, collectivement ou individuellement, contre toutes les manifestations de l'impérialisme occidental sur les plans politiques, économiques et culturels. Dans mon cas, c'est aussi lié à la manière, à une forme de positionnalité, à la manière dont vont s'articuler mon expérience en tant qu'enseignante-chercheuse qui travaille sur ces questions-là et en tant qu'activiste, puisque je suis aussi engagée auprès d'associations. Alors, rapidement, je vais juste revenir rapidement sur la question de la théorie colonialité du genre, concept colonialité du genre, colonialité du pouvoir. Sophia l'a très bien expliqué tout à l'heure. Donc, colonialité du pouvoir vient de Quijano. Et ce concept de colonialité du pouvoir a été, on va dire, amélioré par Maria Lugones en parlant de colonialité du genre. Ce qui est intéressant, c'est que l'article de Maria Lugones sur la colonialité du genre s'appuie beaucoup sur les travaux d'une sociologue africaine nigérienne qui s'appelle Oyeronke Oyewumi. Et donc, cette idée de colonialité du genre et du pouvoir vise à souligner 2 choses concomitantes, à savoir que les dynamiques coloniales de la fin du XVe siècle ont durablement transformé les sociétés colonisées en y introduisant donc une hiérarchie raciale absolue avec les catégories blanches mises au-dessus, et aussi à transformer la manière de penser les identités sexuées femmes, hommes, non-binaires, etc. Et a eu tendance à rigidifier et à binariser ces identités-là. Et aussi l'autre partie, c'est de dire que les rapports et les dynamiques coloniales ne disparaissent pas avec l'accès des pays à l'indépendance. Donc, on pourra revenir dessus après dans les questions si vous voulez. Mais en gros, c'est pour dire, ce bref retour conceptuel pour dire qu'on ne peut pas penser les luttes des femmes noires en dehors de ce cadre, puisque durant le contexte esclavagiste et colonial, elles résistent collectivement et individuellement contre le suprémacisme blanc qui les contraint à travailler, à accoucher, qui détruit les familles, qui les spolie de leurs terres, qui nie leur expertise. Et on voit aujourd'hui dans la diaspora comme en Afrique la continuité des luttes féministes africaines et afroféministes, puisque si on regarde en Afrique, ces luttes vont être incarnées par une personne comme Winnie Madikizela Mandela, Wangari Maathai ou encore Aminata Traoré.
qui luttent alors à la fois contre l'impérialisme blanc, mais aussi pour la justice sociale, mais également contre les régimes souvent autoritaires en place. Et en France, on a les collectifs Soche, mais sinon, on a aussi des figures comme Assa Traoré ou Raman Dieng qui luttent contre les violences policières puisque leurs frères ont été victimes malheureuses des violences policières. En gros, tout ça pour dire rapidement, dans les 30 secondes qui me restent, que penser l'afroféminisme et les féminismes africains sous la perspective décoloniale, c'est réinscrire les femmes qui luttent, les femmes noires qui luttent à l'intérieur de leur communauté et donc effectivement, confirmer ce que Sophia disait tout à l'heure, se distancer du féminisme hégémonique blanc et bourgeois. Merci. Merci beaucoup, Rose. Moi, je pense que j'ai beaucoup insisté sur la gestion du temps parce que j'ai de la difficulté, moi, avec la gestion du temps. Je ne veux pas mettre une pression trop grande sur nos panélistes. Vous pouvez, c'est tellement riche ce que vous avez à nous partager. On peut avoir une flexibilité. Donc déjà, merci pour ça. Merci, Rose, pour la réponse aussi. Puis pour le début, la réponse d'avoir recadré aussi certaines choses, de nous rappeler. Puis bien sûr, on est dans des réflexions, on est dans des réflexions qui sont conceptuelles, mais qui se veulent aussi atterrir dans le concret. Et vous nous avez bien ramené à ce qui se passe aujourd'hui. Puis il y a plein qui ne se passe pas juste aujourd'hui, mais de façon très concrète. Donc, merci pour ces liens-là aussi. Par rapport à des luttes qui sont très actuelles. Et dans votre réponse, toute la question de la justice sociale qui est en filigrane, mais de la positionnalité aussi. Donc, puis je pense que cette réflexion-là, elle est bonne pour tout le monde qui est ici. En fait, depuis notre positionnalité, beaucoup si on est en situation de privilège, et ce qui est notre cas à nous, certainement, qu'est-ce qu'on fait avec ces privilèges-là également? Donc, une petite touche pour la réflexion. Merci, merci Rose pour le partage des hashtags également. Vamos a seguir con una pregunta, la tercera pregunta para Noeli. Entonces, Noeli, hemos visto hasta ahora con las respuestas de las dos colegas como, por una parte, el feminismo decolonial sí ha surgido, o podemos decir, tiene una cierta emergencia en América Latina, pero no solamente, cómo se adapta también a diferentes contextos, a la final también cómo nos permite repensar de forma crítica ciertos conceptos. Y en este sentido quisiéramos saber si podría hablarnos de los vínculos, de los puntos de convergencia, si es que hay, entre el feminismo o los feminismos descoloniales, el antirracismo y el ecofeminismo. Muchísimas gracias, Isabel. Bueno, sé que no tengo mucho tiempo, pero realmente es un honor para mí estar aquí hoy compartiendo este espacio con compañeras que me han inspirado en mi crecimiento y en quién soy yo hoy, ¿no? Solamente la pregunta que plantean sobre los puntos de encuentro y de convergencia entre el feminismo o los feminismos decoloniales, el antirracismo y los ecofeminismos, me evocan esta propuesta que tiene la feminista boliviana María Galindo cuando dice que ni la tierra ni las mujeres somos territorio de conquista. Y me gustaría comenzar ahí porque creo que es en esa frase en la cual es una manera en la cual podemos aterrizar las maneras en que las feministas y los feminismos en línea con esta idea de los pluriversos que plantearon, por ejemplo, las compañeras, las hermanas zapatistas, han intentado plantearse ciertos retos para entender lo que son los sistemas de opresión, ¿no? Y entender que los sistemas de opresión, a través de la mirada del patriarcado, ha propuesto una serie de retos diferentes, pero que nos invitan en primer lugar a como escuchar qué nos pasa en los cuerpos, ¿no? Y a mí me gusta mucho, me gustaría comenzar ahí porque creo que como Sofía, tanto Sofía como Rose decían anteriormente, creo que los puntos de convergencia entre el feminismo decolonial, el antirracismo y el ecofeminismo tienen mucho que ver con esta oposición, con esta idea de encontrarse como para hacer sentido
de lo que le pasa a los cuerpos cuando los cuerpos no son blancos, cuando los cuerpos no son masculinos hegemónicos, cuando tampoco son femeninos hegemónicos, cuando no tienen, cuando no son cuerpos jóvenes, cuando no son cuerpos de clase media alta o alta, o cuando no son cuerpos que no tienen una discapacidad, ¿no? Entonces, o que tienen una discapacidad. Entonces, creo que es realmente estos puntos de convergencia a los que apunta la pregunta que ustedes me hacen, tienen mucho que ver con esa idea y ese momento de preguntarse cómo es ese cuerpo del cual están hablando estos feminismos y de quién es ese cuerpo, ¿no? O sea, ¿cómo nos reconocemos nosotras en ese cuerpo? Y en ese contexto también surge esta otra pregunta, ¿no? Que es, ¿quiénes somos nosotras? ¿No? Y es en ese ejercicio de preguntarnos quiénes somos nosotras, en el cual un montón de hermanas en las cuales yo personalmente me reconozco en términos de linaje, como digamos teórico, pero también emocional en ese sentido de realmente como reconstruir otra genealogía, que empiezan a plantearse que para hacer sentido, digamos, ¿no? De nuestras propias historias, de nuestras memorias y de de los retos que enfrentamos hoy, necesitamos otras terminologías, ¿no? Es ahí donde otra capacidad para nombrar el mundo, otro marco que nos permite entender y nos permita como repensar quiénes somos nosotras, ¿no? Y ese elemento, yo quisiera hacer énfasis con eso, porque tiene mucho que ver con una mirada y un andar colectivo para justamente tratar de responder eso, ¿no? Y ahí me parece a mí que vuelvo a una de las contribuciones más recientes de una feminista boliviana, su nombre es María Galindo de nuevo, que me ayudan mucho como a pensar en este punto, ¿no? Ella plantea que ella entiende más bien el feminismo como bastardo. Y para mí la idea del feminismo, o más bien del bastardismo en el feminismo, es fundamental porque nos permite de nuevo como mirar los procesos a través de los cuales los cuerpos no hegemónicos, como decía Sofía, están como disputándole al feminismo su contenido y su agenda política y también su estética, digamos, en sus propios términos, ¿no? Y ahí recupero mucho, porque este es un planteamiento que tiene una feminista indígena llamada Adriana Guzmán, una feminista indígena boliviana, a mí me parece fundamental eso, ¿no? Porque realmente creo que uno de los errores más grandes posiblemente que podríamos cometer al pensar los feminismos y la descolonización del feminismo, sería entender al feminismo como tal, como un proyecto no contestado, como un proyecto coherente, como un proyecto que no tiene ningún tipo de diferencias de poder internas, ¿no? Al contrario, creo que el feminismo tiene como principio, digamos, o los feminismos tienen como principio justamente unas historias de contención, ¿no? Entonces, estas formas de contención, de nuevo, tienen mucho que ver con que el patriarcado y los sistemas de opresión operan de maneras diferenciadas sobre diferentes cuerpos en diferentes espacios, ¿no? Y retomo mucho eso de lo que decía también Sofía. Pero también me parece a mí súper importante mencionar en este contexto algo que Rose mencionaba, y es esta idea de la colonialidad del género, ¿no? Para mí es interesante pensar en esta idea de la colonialidad del género, porque a mí, en lo personal, me permite como mirarme a través y como en un espejo de lo que se ha llamado el feminismo sin ola, ¿no? Que tiene que ver mucho con el feminismo, con los feminismos indígenas, con estos feminismos que no se ven en la historia, en esa historia, digamos, colonial del género, binarista, blanqueado, con unos ciertos roles, ¿no? Y que más bien han venido proponiendo, digamos, desde siempre, ¿no? En esta idea de la memoria y del linaje también, han venido proponiendo desde siempre
bueno, que las relaciones con el mundo son totalmente diferentes, ¿no? Y bueno, a mí me parece que para terminar, porque sé que ya voy a llegar a mi límite de tiempo, quería mencionar que creo que los feminismos indígenas, los feminismos anticoloniales, los feminismos antirracistas y en cierta medida los feminismos ecofeministas se encuentran cuando como que plantean retos para pensar e imaginar, digamos, ¿no? Cómo queremos vivir este mundo, ¿no? Y cuál es el mundo que queremos construir. Y entonces nos invitan también como a pensar nos invitan, por ejemplo, desde estas perspectivas también a pensar el extractivismo, ¿no? O sea, podemos imaginar la vida en un contexto, en un sistema que nos oprime de manera racial, de manera de género, por nuestra clase, por nuestra habilidad, pero también en las maneras en las que se inscribe en la naturaleza. Es como es una de las preguntas que saldría, digamos, de estas discusiones, ¿no? Y nada más para terminar esta breve intervención. L'interprétation pose problème. Il n'y a plus d'interprétation. S'il vous plaît, si vous pouvez corriger ça. Ok, no sé si está interpretando, pero capaz que continúo. Diría a Noeli porque es tan interesante y creo que intentamos resolverlo de la interpretación y de ahí tomas el tiempo para terminar bien tu intervención que como tus colegas es súper importante. Okay. Je passe au français moi aussi. On a bien vu là, dans la partie de discussion qu'il y avait un problème. Là, c'est réglé de ce que je comprends. On entend, c'est bon, c'est réglé. Noeli, está resuelto, entonces toma el tiempo para, si quieres, y también yo sé que no es fácil cortar y volver a entrar en tu respuesta, entonces coge tu hilo y termina las ideas que tenías en mente, por favor. Muchas gracias, Isabel. Sí, bueno, nada más quería traer a la mesa de nuevo una de las propuestas que hace María Galindo. Como pueden ver, realmente ella es como muy influyente en mi pensamiento y en cómo yo me siento y habito también el feminismo. Y quería solamente decir esto, ¿no? Ella plantea en su último libro, ella dice, nosotras tenemos que pensar en dejar de hablar de derechos para empezar a hablar de utopías. Dejar de hablar de inclusión y pasar a hablar de revolución. Dejar de hablar de feminización para empezar a hablar de despatriarcalización, ¿no? Realmente para mí, pensando de nuevo como en diálogo con estas ideas del feminismo sin ola, de la descolonización de los feminismos y de estos pluriversos, que esta frase como que me llega de manera particular, porque definitivamente me gusta pensar que en el horizonte de todas de todas estas luchas, pues está la despatriarcalización y la descolonización, ¿no? De hecho, como bien ella diría en algún momento junto a su organización, no se puede descolonizar sin despatriarcalizar. Gracias. Muchísimas gracias y valió la pena esperar, bueno, para la gente que tiene el privilegio de entender en español muy bien, pero para los y las demás valió la pena. Muchas gracias, Noeli. Muchas cosas hiciste referencias a lo que dijo Sofía, a lo que dijo Ros, y hay unos vínculos. Ciertamente quiero nomás decir una cosa que me parece nomás para guardar en las reflexiones de cuando dijiste necesitamos otra terminología y otras maneras de nombrar el mundo y nos diste nuevas maneras, nueva terminología y nuevas maneras de nombrar el mundo en cuanto a voy a guardar revolución, estamos en una perspectiva de transformación reales y muchas gracias por eso. Nous allons passer à la dernière, certainement pas la moindre, intervention pour ce premier tour de table. Donc, Chamindra, après ce que nous avons entendu des collègues jusqu'à maintenant,
toujours sous le prisme des féminismes décoloniaux. On voit que, bien sûr, on est dans des regards, des perspectives critiques et on est aussi dans une réflexion de décolonisation des féminismes, mais aussi dans ce qui nous occupe ici de la coopération, de la solidarité internationale. Donc, on aimerait vous entendre un peu sur la notion de genre et développement dans la coopération internationale, les rapports nord-sud entre les féministes de ce secteur. Donc, la parole est à vous. Merci. Et je crois que pour l'interprétation, c'est résolu. Merci encore aux interprètes pour tout le travail. Merci Isabelle. Vous m'entendez bien? Génial. Donc, merci pour Akusi et merci pour la chère mon enfant de m'avoir. Pour commencer, veuillez m'excuser. Donc, je voudrais reconnaître le fait que je vous rejoins ce matin depuis la côte ouest de l'île de la Tortue, où je me trouve dans les territoires non cédés des nations Musqueam, Squamish et Tsleil-Waututh. Et également, je rends respect aux premiers peuples du territoire, les Kungan, où j'habite régulièrement, notamment les communautés Songis, Esquimalt et Wasanek. Et puis, avant toute chose, je pense qu'il est important de comprendre ce qu'on entend par la coopération nord-sud pour les fins de notre discussion aujourd'hui. Donc, quand on regarde le secteur international aujourd'hui, on accorde beaucoup d'importance de plus en plus à ce concept de ce qu'on appelle North-South Cooperation, coopération nord-sud. Et par exemple, chez les Nations Unies, il y a cette idée que on accepte pleinement le fait que, excusez-moi, on accepte pleinement le fait que excuse-moi. Donc, on accepte pleinement le fait que la coopération internationale, la coopération nord-sud a beaucoup de choses à voir avec l'agenda 2030 du développement durable. Donc, ça, c'est une définition qu'on voit souvent dans le secteur international. Mais ce que j'entends par une coopération internationale fondée sur les principes de féminisme décolonial, par exemple, c'est quelque chose de beaucoup plus difficile, je trouve. C'est difficile dans le sens que ça exige un engagement plus fort, notamment de la part des parties puissantes à cette coopération, des parties qui sont, disons, financièrement beaucoup plus aisées, à faire un travail vraiment bien engagé pour recentrer les dynamiques de pouvoir. Donc ça, c'est quelque chose qu'on observe moins dans le secteur international. Très souvent, il y a certains gouvernements, par exemple, des gouvernements occidentaux qui développent des projets de coopération internationale à des budgets très, très élevés. Il y a de plus en plus l'idée qu'on doit organiser nos événements dans des pays du Sud, des pays du continent africain ou des pays en Asie pour que ce soit plus facile, plus accessible pour les gens. Pour voyager par exemple, mais ceci dit, ce sont des développements, on peut dire à un certain point, oui, c'est mieux que ce qu'on faisait avant pour la plupart, faire venir les gens à des villes en Occident où on doit passer par des barrages de visa, etc. Mais l'objectif, c'est vraiment, ça doit être de recentrer les pouvoirs, de reconsidérer comment on peut développer une plateforme plus égalitaire. Donc c'est là qu'il y a le défi, que ce soit les instances de développement international du gouvernement du Canada ou que ce soit notre gouvernement, c'est là que on doit travailler beaucoup plus à tenter d'être plus créatif, tenter de produire plus de connaissances sur ces questions-là et aussi
holding authorities accountable. Donc ça, c'est ce qu'il y a de plus important. Donc, très souvent, l'autorité, le pouvoir, voyez, pour le pouvoir accorde aux détenteurs et détenteuses du pouvoir de se comporter d'une certaine manière où on prend une mesure et on célèbre la mesure qu'on a prise, mais après, on ne comprend pas le travail à faire selon les principes, par exemple, de la tradition du féminisme noir de l'île de la Tortue, où, par exemple, Angela Davis, Barbara Smith, Alice Walker, toutes ces grandes penseuses de la tradition féministe noire de l'île de la Tortue, il y a quelque chose qu'elles disent toujours, c'est que le travail est un travail continu. Angela Davis notamment, elle le répète très souvent que le fruit de nos engagements aujourd'hui, on le verra peut-être pas durant nos vies. On le verra peut-être, ce sera nos enfants ou nos petits-enfants ou d'autres générations qui le verront, mais on doit faire le travail à faire. Donc, c'est ce genre de concept féministe, intersectionnel, surtout de la tradition féministe noire de l'île de la Tortue, parce qu'aujourd'hui, on se réunit dans l'île de la Tortue également. Donc, ces principes-là sont très importants et également, je tiens à soutenir pleinement ce que disait Madame Rosendengue à propos de la violence policière, par exemple, le travail qui est en train de se faire. Je fais un grand shout-out à Madame Robin Ménard, par exemple, québécoise, qui a travaillé sur ce sujet, et à d'autres personnes qui s'engagent sur ces questions-là, et notamment, comme vient de dire Madame Ndengue, les activistes en France comme Assa Traoré, par exemple. Ces engagements-là aussi ont une importance très particulière lorsqu'on parle de la coopération internationale. C'est-à-dire que les principes que ces spécialistes et ces collègues féministes qui apportent au discours féministe dans leur pays et la transformation qu'elle essaie d'achever a une importance très particulière lorsqu'on parle de la coopération internationale et les inégalités qui continuent d'exister dans ce secteur. Et pour conclure ma réponse, je voulais ajouter quelque chose. C'est que pendant très longtemps, dans les pays dits du Sud, notamment à ma connaissance dans les pays colonisés par les Britanniques, divide and rule, ça a été le principe le plus important. Et dans le secteur féministe également, il y a ce problème, divide and rule, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de tendances dans la partie du monde d'où je viens, par exemple en Asie du Sud. Pendant très longtemps, les discours féministes avaient tendance à exclure beaucoup de femmes en raison des fault lines, de caste, d'appartenance ethnique et d'autres facteurs, et aussi les femmes non cis-normatives qui étaient catégoriquement exclues de ces discours-là. Mais aujourd'hui, dans la partie du monde d'où je viens, on observe quelque chose qui est très prometteur, c'est-à-dire que il y a une nouvelle génération d'activistes féministes qui sont fortement inspirés par les discours féministes noirs, notamment en provenance de l'île de la Tortue, et surtout inspirés par les mouvements comme Black Lives Matter, parce que Black Lives Matter, rappelons que c'est un travail c'est une mission développée par les féministes noirs, n'est-ce pas? It's a Black Feminist Movement. Donc, avec l'influence de ce genre de développement, et également des discours féministes indigènes provenant d'autres parties du monde, notamment chez moi au Sri Lanka par exemple, j'observe
des personnes intéressées par le travail de Madame la professeure Teresia Taeva, qui était professeure sur les études pacifiques à l'université de Wellington, Te Heranga Waka, à Aotearoa, et également les travaux de ses étudiantes, Madame Emalani Kess, qui a écrit, qui est originaire de Hawaï, qui a écrit récemment un livre très intéressant où elle parle d'une notion qui s'appelle kahiki. La notion de kahiki, je n'ai pas le temps d'expliquer, je mettrai un lien tantôt. Ce genre de notions sont très importants lorsqu'on pense à recentrer les pouvoirs, recentrer les dynamiques de pouvoir dans le secteur international et également en extension dans le secteur des relations internationales et affaires étrangères, par exemple. Donc, lorsqu'on pense à ce qui se passe aujourd'hui dans le monde, la situation de l'Ukraine nous montre très bien comment le racisme ordinaire, le racisme de tous les jours, continue à façonner les relations internationales et surtout tous ces enjeux relatifs au conflit, tout ça. Donc, c'est en ce qui concerne la coopération internationale, il y a ce qu'on peut faire, ce qu'on devrait faire, c'est surtout tisser ces liens entre les féministes intersectionnels, surtout de l'île de la Tortue, et des mouvements féministes progressistes qui sont développés dans d'autres régions. Et à part ce qu'on fait, ce qui est fait dans le secteur international, moi aussi je travaille dans le secteur international dans un ONG à Genève. À part ce qui est fait dans le secteur, les militantes féministes ont un travail très important à faire pour tisser les liens, pour renforcer nos liens avec nos collègues des différentes parties du monde, pour assurer qu'on continue à apprendre et à réapprendre, à faire du unlearning, en faisant une immersion dans nos expériences, dans nos traditions féministes différentes. Donc, je pense que ça, c'est quelque chose de très important lorsqu'on pense à la coopération internationale d'une logique féministe et décoloniale. Je pense que, in the interest of time, j'arrêterai là. Merci infiniment. J'ai vu une question dans la partie de discussion, à savoir si on allait avoir une période de questions maintenant. Non, mais je vous invite à noter vos questions. Vous pouvez, si vous souhaitez les faire par écrit, les faire tout de suite dans la partie de discussion, on va les maintenir. Sinon, gardez-les soigneusement. On va avoir la période de questions après le deuxième tour de table. Je veux, avant de passer la parole à Mounia pour la deuxième ronde, remercier. Merci, Chamindra. Puis, je voudrais juste en fait dire pour cette partie-là, remercier toutes les quatre, mais Chamindra, il me semble qu'il y a quelque chose qui m'a interpellée dans ce que Noélie nous disait, on doit avoir une nouvelle terminologie, une nouvelle façon de nommer les choses, et vous avez parlé des parties puissantes, et souvent on parle des parties prenantes en coopération, comme si tout le monde était sur un même pied d'égalité, alors que moi je vais retenir ça, l'utilisation des parties puissantes, et un peu avec ce que Rose nous nommait en termes de positionnalité, ce que les collègues nous disaient aussi, et on a parlé aussi de privilèges. Les privilèges sont aussi chez ces parties puissantes-là, et qu'est-ce qu'on fait? Et très certainement, ce que vous disiez de unlearning, mais de la déconstruction, donc aussi dans le fait d'avoir des nouvelles bases, des nouvelles façons de nommer les choses, mais tisser des liens et arriver à un travail collectif, mais qui fait partie de ce collectif-là aussi. Puis je pense que c'est des choses qu'on va pouvoir discuter dans le deuxième tour de table. Merci encore. Mounia, la parole est à toi. Mounia, ton micro est fermé. Oui, c'était fermé, je suis désolée. Alors, bonjour, merci Isabelle, bonjour tout le monde, bonjour. Je vois qu'il y a environ 188 personnes qui participent et ça montre l'intérêt à la thématique que nous discutons aujourd'hui. Merci à nos panélistes pour la première partie qui a été un peu dans le sens de définir
définir sous leur perspective, sous leur contexte, ce qu'est le féminisme décolonial. Je voudrais pour ma part cadrer cet événement en rappelant que le Comité québécois Femmes et Développement, que je coordonne, développe ce partenariat au nom de la COSI avec la chaire de l'Université Laval, parce que au CQFD, notre stratégie favorise d'influer les rapports de pouvoir nord-sud de façon à favoriser plus de participation des Suds et particulièrement des féministes des Suds dans les processus de réflexion et de décision autour des projets et programmes dans le cadre de la coopération internationale. Donc, je continue en rappelant que le féminisme décolonial est une théorie et une pratique qui sont en cours de co-construction. Et donc, notre table ronde participe à cette co-construction. Donc, la première partie que Isabelle a animée a permis déjà beaucoup d'idées intéressantes. Et ce serait intéressant de continuer avec notre panéliste, Shamindra Wardana, qui a déjà commencé à parler de la perspective décoloniale dans le cadre de la coopération et la solidarité internationale. Alors, on va continuer avec Shamindra en rappelant que étant donné que le féminisme décolonial est en cours de co-construction, un des enjeux et des défis qu'il a à relever, c'est que ça reste plus théorique et manque de mise en pratique. Alors, étant donné que toutes nos panélistes exercent chacune dans des contextes différents, nous aimerions savoir depuis leur propre expérience respective, nous souhaitons qu'elles partagent avec nous des exemples de mise en pratique du féminisme décolonial. Alors, c'est dans cet esprit que j'adresse ma première question à Shamindra. Alors, votre première intervention, Shamindra, nous savons déjà que dans vos travaux, vous avez réfléchi particulièrement aux solidarités transféministes et au féminisme intersectionnel et décolonial. Alors, plus spécifiquement, comment ces approches peuvent-elles nous éclairer pour adopter des pratiques transformatrices dans le domaine de la coopération et de la solidarité internationale pour aller vraiment en pratique vers une perspective décoloniale? Merci, Madame Chahidi. C'est une question difficile, hein? C'est une question compliquée. Je vais tenter de rendre justice à mon meilleur. Votre question me rappelle une discussion il y a à peu près une année et demie. J'ai enseigné pendant quelque temps à London School of Economics dans le programme de master sur le genre coopération internationale et aussi mondialisation, il y a un programme de master. Et durant un cours, il y a une étudiante qui me demandait comment on pratique une pratique ou en anglais praxis, une praxis qui serait décoloniale et féministe. Et pour ça, pour cette question-là, donc c'était une question pratique, donc j'ai donné une réponse une réponse que je pensais qui était pratique aussi. C'est que si on veut travailler, par exemple, si on veut développer un plaidoyer activiste ou si on travaille dans le secteur international et si on veut faire une différence dans ce qu'on fait dans le cadre de nos engagements internationaux, si on est diplomate ou si on travaille pour Global Affairs Canada ou quelque part de ce genre, et si on veut que
notre discours féministe soit également féministe, intersectionnel et décolonial, il doit inclure d'abord un certain nombre d'éléments fondamentaux. C'est ce que je pense, hein. Donc, pour commencer, il doit être développé à partir d'une perspective progressiste et inclusive centrée sur la justice de genre, la justice sociale et la justice économique, hein. Donc notamment la tradition féministe qui m'inspire le plus, le Black Feminist Tradition de l'île de la Tortue, c'est en fait, si on regarde les travaux des plus grands noms du féminisme noir en île de la Tortue, leur travail, les mouvements qu'elles soutiennent, les mouvements pour l'abolition par exemple, ce sont des mouvements de justice sociale, ce sont des mouvements pour la justice économique. Et puis, certes, la plupart des fois, ces mouvements pour la justice sociale, économique et pour la justice de genre va bien au-delà de la justice seulement pour les femmes noires. Si on écoute ces discours un peu plus, si on prend en compte ces discours dans le secteur gouvernemental, la société en entière bénéficiera. Et deuxième chose, si on veut développer un discours décolonial qui est féministe, il faut bien comprendre l'idée de féminisme intersectionnel. Donc, il faut assurer que notre féminisme soit intersectionnel. Donc, c'est un travail continu également. Ça dépend de la partie du monde où on est, le contexte local, etc. Rendre notre engagement féministe le plus inclusif possible et assurer qu'il soit un engagement qui n'exclut pas les femmes et les communautés qui sont marginalisées. Autre chose, c'est que inclure les femmes dans toute leur diversité, ce qui est tout à fait important. Ensuite, aussi le fait de prendre en compte l'importance du fait que nous vivons dans un monde qui est non-binaire en fait. Donc on essaie depuis longtemps les discours féministes. Là, bientôt il va y avoir la commission sur le statut de la femme, Commission on the Status of Women à New York, organisée par UN Women, et tous leurs discours de gender mainstreaming, etc. Sont même aujourd'hui, après tout le travail qui a été fait par beaucoup de féministes intersectionnels provenant de par le monde, même aujourd'hui, la façon dont on comprend les concepts clés des engagements féministes dans le secteur international, ça reste quelque part, ça reste perdu un peu dans des discours féministes des années 70-80, et puis ça n'a pas avancé à ce niveau-là. Donc très souvent, les discours féministes qu'il y a chez les Nations Unies, par exemple, ça part d'une place où on ne comprend pas suffisamment qu'on vit dans un monde essentiellement non-binaire. C'est-à-dire que on ne peut pas développer un discours féministe intersectionnel à partir d'une base qui est centrée sur du binaire. Donc ça, il faut comprendre tout d'abord. Donc comprendre le fait que qu'on vit dans un monde marqué par les non-cis-normativités, les non-hétéronormativités, surtout en ce qui concerne les communautés autochtones, les communautés indigènes partout dans le monde, etc. Il faut prendre ces réalités-là en compte. Et également, un discours féministe et décolonial, il faut surtout accorder la priorité à assurer qu'on garde un regard critique sur les systèmes oppressifs et qu'on continue à dénoncer, démanteler les multiples formes d'oppression
qu'on accorde la priorité à réimaginer des nouveaux avenirs, en fait, où les structures de pouvoir seront renouvelées, renforcées. Récemment, il y a Angela Davis qui a fait la couverture d'un magazine, je me rappelle plus du nom du magazine, et là, elle parle d'importance, dans ce reportage, elle parle de l'importance de l'optimisme à nos discours féministes et décoloniaux. Donc, après, dernier point en réponse à la question de Madame Shadi, pardon, dans certains pays, y compris dans le Canada, il y a des fois des centres de recherche et d'autres instances qui travaillent sur les logiques décoloniaux et ils font du bon travail. Il faut l'admettre que le travail est de bonne qualité, il n'y a rien à dire, mais ceci dit, si on regarde de près, justice de genre reste absent dans ces discours décoloniaux. Justice pour les communautés victimes de violences policières reste absent dans ces discours décoloniaux. Et puis, une sorte d'acknowledgement, une sorte de reconnaissance des non-cis-normativités, des non-hétéronormativités du monde reste absent dans certains discours décoloniaux. Et là, le travail qu'on fait avec une logique décoloniale reste décolonial en parcimonie. Ça, il faut vraiment continuer à le souligner également. Et puis, autre point en dernière partie, c'est que je reviens à ce qu'a dit Madame Mbengue tantôt sur les violences policières. Il y a quelques mois, j'ai siégé dans une discussion qui était organisée par le gouvernement du Sri Lanka, qui voulait inviter pour la pour un projet de réforme du ministère de la Justice. Il voulait inviter des officiers de l'enforcement de la loi, c'est-à-dire law enforcement officials, provenant de la France, du Royaume-Uni, notamment d'Irlande du Nord, etc. Et moi, j'ai dit catégoriquement, j'ai soumis un rapport également sur cette question, j'ai dit violence policière dans ces pays-là. Les instances policières, leur travail, leur fonctionnement est marqué par un héritage colonial qui opprime les gens systémiquement sur des questions raciales, sur des questions de racisme, sur les questions de discrimination, sur les questions de genre, etc. Et également, par exemple, durant la guerre civile du Sri Lanka pendant très longtemps, l'oppression contre les communautés tamoules, nous sommes au Canada, n'est-ce pas? Donc, au Canada, ça reste le pays aussi d'une grande communauté tamoule, qui était venue ici, notamment en raison de la guerre civile du Sri Lanka, pour former les forces policières du Sri Lanka à l'époque, dans les années 80 et 90, qui a formé les forces policières, les forces de l'armée qui ont pratiqué de l'oppression systémique sur les communautés tamoules. Ces forces-là ont été formées par le MI6, par Scotland Yard, par Royal Ulster Constabulary, etc. Donc, ces réalités-là, lorsqu'on parle de féminisme décolonial, coopération internationale sur les bases décoloniaux, on devrait toujours garder en tête, surtout nous, celles parmi nous qui viennent des pays du Sud. Il faut prendre au sérieux ces réalités-là lorsqu'on parle de coopération internationale. Et pour conclure, rien n'est facile en fait.
comment dire, lorsqu'on parle de ces enjeux-là, ça peut paraître clair, ça peut paraître, le mot me revient en anglais, ça peut paraître straightforward, mais ça n'a rien de straightforward. Donc, lorsqu'on travaille sur ces questions-là, que ce soit dans le secteur universitaire, que ce soit dans le secteur gouvernemental, que ce soit dans le secteur non gouvernemental, la voie devant reste marquée par beaucoup de défis, d'où l'importance des solidarités entre féministes intersectionnelles et entre les personnes qui veulent lutter pour la justice économique, sociale et la justice intersectionnelle, je dirais. À vous, Madame Chadi. Ton son, Mouya. Le micro est fermé. Merci, je l'éteins à chaque fois pendant que quelqu'un d'autre parle, désolée. Merci beaucoup, Chamindra. On retient de votre intervention que décoloniser, c'est un processus complexe, que ce soit qu'il s'agisse de décoloniser les savoirs, les pouvoirs, les pratiques, en coopération et solidarité internationale. C'est un processus complexe de longue haleine. Je retiens particulièrement votre perspective qui signifie qu'il faut rendre l'engagement féministe plus inclusif des communautés marginalisées et des personnes, donc les personnes racisées et les personnes non binaires, et aussi de lier l'engagement féministe à la justice économique et sociale. Et c'est intéressant que vous ayez amené le cas pratique du mouvement féministe à l'île de la Tortue, où le mouvement des femmes noires dépasse le cadre juste féministe pour aller vraiment s'imbriquer dans la grande cause de la justice économique et sociale. Et vous avez mis l'accent sur le fait qu'il existe des discours décoloniaux qui, jusqu'à présent, n'incluent pas ce regard intersectionnel et inclusif, et qu'il faut faire face à cela. Merci. Alors, sur la base de votre réponse, nous continuons vers une question, cette fois-ci, que j'adresse à Noélie Guzman. Noélie, sur la base de votre propre expérience, je sais que vous avez une expérience importante avec Jési Renhe, je ne la prononce pas bien, qui est une organisation féministe autochtone paysanne et qui est vraiment un exemple très intéressant de coopération sud-sud. Alors, à partir de cette expérience, Noélie, comment cette expérience vous inspire pour nous proposer des idées sur comment les pratiques féministes décoloniales pourraient permettre de transformer les structures patriarcales, coloniales et capitalistes. Muchísimas gracias por esa pregunta, Munia, y gracias, Chamindra, por lo que nos presentabas anteriormente. Yo, para responder a la pregunta que me están haciendo ahorita, me gustaría volver un poquito a uno de los elementos que mencionaba Chamindra al comienzo, que es esta idea de la cooptación, ¿no? ¿Qué es lo que pasa cuando los sentidos, las palabras y las lógicas que teníamos para entender el mundo y para resistir las múltiples opresiones que moldean nuestras realidades, son capturadas o cooptadas por el poder, ¿no? Creo que es una pregunta fundamental. Creo que partiendo de esa pregunta, nosotras podemos entender que pues resulta, o podemos darnos cuenta más bien, de que resulta que últimamente el poder está muy cómodo con el feminismo, con los discursos de la descolonización y en general con otros frentes que han sido como históricamente articulados para la resistencia y para la lucha, ¿no? Pero ¿qué significa realmente esto, ¿no? Entonces, lo que esto, en mis ideas, como yo lo pienso, esto significa, o más bien me recuerda
a lo que las compañeras tanto palestinas como las compañeras negras, como las compañeras indígenas nos recuerdan sobre la descolonización. Y es que la descolonización y el feminismo son un verbo, no son una metáfora, no son una retórica y no pueden ser reducidos a ello, ¿no? Y esto nos lleva como al primer elemento a través del cual yo quisiera responder a esta pregunta, ¿no? Y es la tarea pendiente que tenemos en el feminismo de intelectualizarlo, ¿no? De desdomesticarlo, de cómo podemos realmente reimaginarlo y reinventarlo para desdisciplinarlo también, para que deje otra vez de ser digamos, esta articulación, digamos, conceptual de resistencias, de estéticas, incluso y también de textualidades que no puedan ser cooptadas, ¿no? Y en ese contexto es que yo pienso que tenemos que empezar a pensar en exceder la inclusión para preguntarnos más bien cómo desmantelamos este sistema, ¿no? Que además que en muchos niveles es muy paralizante, ¿no? Y es a través de ahí que yo respondo a la pregunta que me planteaba Munia, ¿no? Desde la organización Yassi Renigé, de la cual yo soy parte, en la cual, por cierto, tengo un equipo maravilloso de compañeras que son absolutamente vibrantes, energéticas y que sin ellas realmente no podría ni siquiera imaginarme hablar de estos temas. Es que, bueno, es que yo regreso a esa experiencia, ¿no? Es decir, es mirando un poco en estas ideas y en esta invitación como a desdomesticar el feminismo y a desdomesticar y intelectualizar la descolonización, que yo miro a mi experiencia en Yassi Renigé. Y también miro mi experiencia en Yassi Renigé y con Yassi Renigé a través de la mirada de lo que plantea Audre Lorde, ¿no? Audre Lorde nos trae nos trae esta reflexión a la mesa de cómo podemos pensarnos como sisters y outsiders, ¿no? Como hermanas, como cómplices, pero también al mismo tiempo con un pie afuera, ¿no? Y es en esa tensión, digamos, de ser hermana, de ser cómplice, pero al mismo tiempo, muy posiblemente, ser un agente externo, en el cual se dan muchos ejercicios, digamos, de horizontalizar los diálogos con las comunidades con quienes queremos trabajar, de realmente explorar las maneras en las cuales realmente podemos, ¿no? Poner en marcha esta idea de la descolonización como verbo y no solamente como retórica, ¿no? En concreto, voy a cerrar pronto mis ideas, pero en concreto para digamos, si es que puedo hablar en nombre, digamos, de mi organización, de Yassi Renigé, de la organización de la que soy miembro, uno de los elementos fundamentales en los cuales la descolonización y el feminismo se han operacionalizado, digamos, y han cambiado nuestras maneras de ver e interactuar con las comunidades con las que trabajamos, es el entender los postulados del feminismo indígena cuando ellos y ellas plantean que el sujeto digamos, de su horizonte y de su agenda política es la comunidad, ¿no? Y para mí eso es fundamental, porque es solamente cuando entendemos que la comunidad es un sujeto y un cuerpo político además con una voz, con una piel, con unos órganos, y por supuesto con unas estructuras internas de poder, que nosotras podemos entender cómo el poder puede desarmarse, ¿no? Y cómo nosotros podemos articularnos, fortalecer y también reimaginar ciertas prácticas de manera colectiva para pues desarmar y desmantelar estructuras de poder, ¿no? En ese sentido también me parece fundamental mencionar que uno de los elementos que mencionaba Chamindra, ¿no? Es esta idea de la justicia interseccional, ¿no? ¿Qué significa realmente esta justicia interseccional, especialmente en un contexto en el cual las identidades han sido, o más bien son presentadas como ancladas, ¿no? Como ancladas, como fijas, perdón, y también como naturalizadas, ¿no? Entonces,
cómo tal vez a través de la comunidad, como un ente vivo, como un agente plural, ¿no? Como un agente en constante contestación también, podemos pensar en desestabilizar las categorías de la identidad para más bien pensar en la resistencia, ¿no? O sea, cómo otra vez es esta idea de mirarnos a los cuerpos, digamos, pero a los cuerpos colectivos, ¿no? Con los cuerpos comunitarios en este sentido, y pensar qué es lo que nos hace sentido y qué es lo que nos funciona, digamos, a cada una y a cada comunidad en sus diferentes espacios, ¿no? Brevemente, solamente quiero mencionar que para nosotras esto ha significado, en concreto, preguntarnos qué es, o preguntarnos entre nosotras, pero también preguntarles a las compañeras de las comunidades con quienes trabajamos, qué es lo que funcionaría para ustedes, ¿no? ¿Cuáles son las agendas de lo que ustedes quieren hacer? ¿Qué es lo que ustedes quisieran, en lo que ustedes quisieran trabajar y cómo, ¿no? Y cómo nosotras podemos articularnos de nuevo como cómplices, como sisters y outsiders, ¿no? En esta dinámica. ¿Significa esto en algún momento en un contexto pandémico, por ejemplo, enviar algunos medicamentos que eran necesarios en ese para las comunidades en ese momento? ¿Significa en alguna medida, qué sé yo, colaborar en la gestión de ciertos fondos para facilitar, digamos, ciertas actividades o ciertos espacios en los cuales se tratan temas que son esenciales para estas comunidades? Significa entender que cuando la Amazonía se quema, no solamente se quema, digamos, los árboles o los animales, pero también se queman en muchos casos las esperanzas y las ideas del futuro de muchas generaciones de comunidades que viven ahí. ¿Qué significa escucharnos entre nosotras, ¿no? Entonces, creo que para mí la idea fundamental, digamos, de esta idea de cómo las prácticas feministas pueden transformar, gira mucho en torno a la radicalidad de escucharnos entre nosotras, ¿no? De escucharnos entre nosotras, de mirarnos entre nosotras, de contestar la cooptación y de no cederle tampoco ni en, digamos, el campo semántico, es decir, en la vía de las palabras, ni en lo estético, ni tampoco en lo afectivo, nuestro proyecto y nuestra agenda feminista y decolonial o anticolonial al poder, ¿no? Entonces, nada, creo que lo dejo ahí como una pequeña provocación, pero obviamente me encantaría seguir expandiendo en las preguntas. Gracias. Merci beaucoup, Noélie. Votre réponse s'inscrit dans la continuité de celle amenée par Shamindra. J'en retiens que pour vous, l'angle le plus important, c'est de désintellectualiser notre approche, la sortir du local en allant au-delà de l'inclusion pour penser à démanteler le système dominant. Et dans ce cadre-là, votre idée est d'encourager à penser en sororité et en agent externe, parce que cela nous permet un regard sur la personne ou sur le groupe avec qui on travaille et dans une approche qui va vers le verbe, vers l'action et non seulement se limiter à la rhétorique. Et vous avez amené un exemple très intéressant sur la base de votre pratique, c'est par exemple de comprendre l'importance du postulat de la communauté quand on l'idée de penser le sujet en tant que communauté chez les autochtones, par exemple, partir de cela pour réinventer les manières de démanteler les structures du pouvoir, c'est un début très, très important. Merci beaucoup, cette contribution nous éclaire et donc je vais y aller avec une question, cette fois-ci sur la base de votre expérience, Rose Dengue, votre expérience au Cameroun plus spécifiquement. Donc, à partir du contexte de vos activités avec des ONG au Cameroun, où vous avez participé carrément à la création d'ONG féministes, comment de telles expériences et de telles pratiques organisationnelles
peuvent être pour nous inspirantes en termes de pratiques de coopération et de solidarité internationale, sachant qu'il y a dans notre secteur la présence des rapports de pouvoir nord-sud pèse beaucoup. Et en sachant que beaucoup d'ONG féministes décoloniales ne sont pas tellement présentes dans le secteur de la coopération internationale. Comment on peut se projeter dans une perspective de changer cette réalité de façon à favoriser plus de présence, plus de place à des ONG décoloniales comme partenaires de nos organismes de coopération internationale et comment on peut aller vers influencer les rapports de pouvoir pour favoriser plus de poids, plus de présence, plus de pouvoir aux ONG du Sud. Voilà. Merci Mounia pour cette question. Chaminra et puis Noélie ont déjà bien brossé le portrait de ce que ça veut dire penser en termes de solidarité féministe décoloniale. Je vais juste redire encore une fois que vraiment ma manière d'approcher cette idée de la solidarité et de ce que Noélie a appelé tout à l'heure, la sororité, de la complicité sur cette question de la coopération décoloniale, la coopération internationale décoloniale, est liée aussi à ma positionnalité, c'est-à-dire à celle d'être une universitaire, une activiste, et à l'intersection de cette identité de femme africaine, noire, migrante, et donc qui se situe dans plusieurs positions, et de comment faire de cette différente positionnalité un outil, un levier d'émancipation, pas pour moi seulement, mais en fait pour les communautés auxquelles je me rattache, les communautés politiques auxquelles je me rattache. Et en général, mon objectif est double dans cette approche, dans cette collaboration que j'ai avec les sœurs militantes. Alors, j'ai aussi co-créé un collectif Soche en France, mais que j'ai dû quitter parce que je venais ici. Et dans le cadre de ce dont vous parliez, qui est la coordination féministe camerounaise que nous avons co-créée en septembre 2021, suite à la mort d'une survivante des violences sexuelles et sexuées, avec des organisations locales, l'idée est double. C'est de pratiquer une solidarité, une coopération la moins extractiviste possible, basée sur les agendas des organisations locales, et collaborer et entraîner une collaboration qui est de l'ordre vraiment de la complicité, parce qu'il y a en fait deux angles, on va dire, deux cœurs du problème ici. C'est d'une part le financement et d'autre part la sécurité. On a beaucoup parlé de violences policières. Il se trouve qu'au Cameroun, on est dans un État autoritaire, on est dans un État qui réprime sévèrement toute velléité de manifestation à visée émancipatrice. Et donc, on ne peut pas penser la collaboration là-bas avec les organisations locales sans penser à la sécurité des activistes, puisque, comme beaucoup d'États autoritaires, c'est un État patriarcal et homophobe. Donc, je vous passe tous les adjectifs qui pourraient s'ajouter à la suite. Donc, pour moi, ce que je fais et ce que je pourrais inviter, en tout cas, les organismes de coopération internationale qui souhaiteraient travailler vraiment dans une perspective décoloniale avec des organisations locales, c'est de privilégier souvent les petites structures, parce que souvent, les petites structures sont celles qui font vraiment le travail de terrain, mais elles n'ont pas beaucoup de visibilité parce qu'elles n'ont pas de moyens financiers et donc pas de moyens humains pour s'atteler par ailleurs à un travail, on va dire, de communication professionnelle sur leurs activités. Parce que très souvent, on va financer des grandes ONG représentées par des femmes qui sont souvent des femmes issues de la bourgeoisie, et je le dis avec malice, parce que moi-même, je veux dire, je m'inscrirais
dans cette catégorie-là, mais qui en fait sont souvent proches du pouvoir. Et qui dit proche du pouvoir dans un contexte autoritaire, dit captation des fonds, captation de la visibilité, mais pas réellement travail de terrain. Je pense qu'il faut qu'on ait aussi l'honnêteté de le dire. Et ça revient à cette idée de la cooptation évoquée par Noélie et puis par Shamindra, qui est que quand on est face à cette cooptation, quand on favorise cette cooptation en finançant ces grands organismes-là, ces ONG-là, ce qu'on favorise, c'est d'invisibiliser et de taire les femmes qui font le travail terrain, et souvent notamment, par exemple, les femmes rurales. Donc, il faut vraiment penser cette question, il faut repenser la question du financement, par exemple, en termes de procédures. Souvent, les procédures de demande de financement, on voit bien quand on regarde les papiers que c'est élaboré dans des bureaucraties qui ne savent rien des structures de terrain. Il y a notamment des financements où on demande pour que des associations aient accès au financement d'avoir eu déjà un financement avant. Excusez-moi, mais des petites associations où des activistes se tuent à la tâche, souvent ne sont même pas forcément payées, elles n'ont pas le temps de courir après de financement en financement. Et dans ce cadre-là, par exemple, moi, actuellement, ce que j'essaye de mettre en place progressivement, c'est de mêler cette activité militante avec les sœurs dans le cadre de mes recherches pour pouvoir postuler à des bourses qui me permettent de faire de la recherche-action et de soutenir donc les sœurs là-bas, mais à partir d'un agenda qu'on va co-définir. Et cet agenda est centré d'abord sur leurs besoins. Et si des organisations de coopération internationale veulent réfléchir à ça, je pense que c'est vraiment penser en ces termes-là pour le financement, c'est d'essayer de cibler des petites structures et surtout de baser les critères de financement sur le travail fait, qui peut être documenté, parce que moi, par exemple, ces structures-là, le peu qu'elles rendent visible, quand on voit qu'elles peuvent documenter le travail qui est fait. Et si on base ça sur déjà le travail qui peut être documenté, qui peut être fait pour obtenir les financements, je pense qu'on ferait avancer beaucoup de choses sur ce plan-là. Le deuxième volet, qui est le volet de la sécurité, pour la petite histoire, je vais vous dire comment est créée la coordination féministe camerounaise, alors qui n'est pas une ONG qui est pour l'instant un groupe de travail, c'est quelque chose d'assez hybride, qui n'est même pas officiel dans le sens où on n'a pas déposé des statuts, etc., mais on travaille. On braconne, et je pense qu'on parlait tout à l'heure, je crois que c'est Noélie qui a parlé de bâtardise d'une féministe bolivienne qui d'essayer de contourner toutes les difficultés en braconnant, en essayant d'entrer par la fenêtre et même par des interstices s'il le faut. Donc, nous, on crée la coordination parce qu'en septembre, il se trouve que Mirabel Lingom, une jeune femme de classe populaire, donc pauvre, est au cœur d'un scandale politique malgré elle, c'est-à-dire qu'il y a une sextape qui est diffusée où un leader politique dit que c'est elle sur la sextape en sachant très bien que ce n'est pas elle. Et là, il y a tout un emballement autour de cette question-là. Elle est harcelée, elle est cyberharcelée, elle est menacée et au terme de ça, elle a même été violée. Malgré tout ça, Mirabel, courageuse, porte plainte pour le viol, pour le cyberharcèlement, etc. Elle continue d'être menacée. Elle n'est évidemment pas protégée puisque, étant de classe populaire, il n'y a pas vraiment de grand monde, on va dire, de visite qui se saisit de son combat et de son cas. Et donc, Mirabel décède dans des conditions qui restent assez douteuses aujourd'hui. On ne sait pas si c'est on soupçonne un empoisonnement, on ne sait pas si c'est un suicide ou si elle a été tuée. Et là-dessus, donc, il y a 3 jeunes femmes camerounaises qui vivent au Cameroun et qui décident de manifester devant le ministère qui est censé protéger les droits des femmes, qui s'appelle le ministère de la promotion de la femme et de la famille. Et elle manifeste, et moi, je vois cette vidéo qui apparaît, et il y a deux jeunes femmes et une qui filme, qui manifestent devant ce ministère. Et pour faire le travail sur le Cameroun, genre et politique, je sais que c'est un système autoritaire, et pour être dans d'autres milieux militants, on avait des camarades emprisonnés parce qu'ils ont manifesté ou parce qu'ils ont eu l'intention de manifester. Donc, quand moi, je vois ça, mon sang ne fait qu'un tour parce que je me dis, elles sont en train de se mettre en danger. Il faut faire quelque chose. Il faut faire quelque chose parce que là, elles font le taf. Pour nous autres qui sommes ici, par exemple, en diaspora, pour les autres qui sont au Cameroun, qui sont
chez elle, mais il faut absolument. Et donc, moi, je réussis à rentrer en contact, je fais tout pour rentrer en contact avec ces filles et je leur dis, je viens de voir ce que vous avez fait, j'ai envie de vous dire merci. Donc, je vous dis merci, mais surtout, qu'est-ce que je peux faire? Comment je peux m'assurer que vous soyez en sécurité? Parce que ce que vous venez de faire là, je ne suis pas sûre que les retombées ne soient pas qu'on vienne vous cueillir chez vous demain ou après-demain. Et c'est comme ça que dans le fil de la discussion, on commence à construire, à partir, moi, le peu de carnet d'adresses que j'ai, on commence à construire une campagne de pub parce que je sais que s'il y a quelque chose que je peux apporter, c'est la visibilité et que cette visibilité peut être une forme de protection. Et donc, c'est comme ça qu'on, de fil en aiguille, on commence à discuter. Et au terme de 2-3 semaines de discussion, de co-construction de campagne contre les violences basées sur le genre, on se dit, bah, en fait, pourquoi est-ce qu'on ne mettrait pas ça, on ne formaliserait pas ça un peu plus? On est toutes féministes dans ce groupe-là, on appartient à des organisations différentes. Pourquoi on ne mettrait pas nos organisations différentes? On ne créerait pas cette plateforme de coordination féministe camerounaise réunissant des femmes en diaspora et au Cameroun, et pour commencer à réfléchir, à co-construire un agenda commun, à essayer de réfléchir à comment renforcer les capacités locales sur le terrain. Et il se trouve que plusieurs semaines après, en rediscutant avec les filles dessus, elles m'ont dit qu'elles ont eu vraiment peur et que vraiment, le fait que je sois venue vers elles et que je leur ai dit, il faut qu'on fasse quelque chose, il faut trouver les moyens, en fait, ça les a vachement rassurées parce que quand elles sont arrivées, c'était deux, il y en avait une qui filmait, elles m'ont dit, il y a des femmes qui ont voulu les rejoindre. Et là, il y a eu l'armée qui est apparue et qui a dissuadé ces femmes de rejoindre. Et comme au Cameroun, on sait que, bah, en fait, si vous mobilisez collectivement, vous pouvez vous faire arrêter, ces femmes ne les ont pas rejoints. Donc, il faut penser les mécanismes de solidarité en pensant à la sécurité des activistes, notamment en contexte autoritaire. Qu'est-ce qu'on fait en termes de prévention? Maintenant, par exemple, à chaque fois qu'il y a une action qui est pensée, on en discute ensemble et on voit si c'est vraiment, et c'est elle qui est sur le terrain qui nous dit si c'est judicieux ou pas. Par exemple, pendant la Coupe d'Afrique des Nations, on voulait mener une campagne contre les violences basées sur le genre, notamment avec des activistes qui devaient aller au stade et qui voulaient montrer leur t-shirt. Mais on savait que le pouvoir était tellement sur les dents que c'était dangereux. Donc, on leur a dit, écoutez, c'est dangereux, mais si vous décidez de le faire, il faut nous prévenir bien en amont pour que nous, on puisse prévenir nos réseaux et dire, il y a ça qui va se passer. Donc, soyez prêts à tweeter, à faire le maximum au cas où elles sont arrêtées. Finalement, c'était trop dangereux, on a laissé tomber. Donc, on négocie comme ça, pareil, on voulait faire un flash mob pour les 16 jours d'activisme, mais elles sont au moment de faire le flash mob, elles sont arrivées dans un carrefour, il y avait plein de policiers. Le plus sécuritaire était de step back. Donc, c'est vraiment toutes ces questions de prévention, mais aussi après, en aval, réfléchir aux mécanismes de protection et de soutien en cas d'arrestation, etc. Donc, penser à avoir des collectifs d'avocats, ce que nous, on n'a pas encore, mais voilà, c'est vraiment c'est aussi ce travail-là. Et donc, c'est une sorte de charge mentale qu'il faut avoir et que quand on est privilégié, et je crois que c'est Chamindra et puis Amina qui parlait tout à l'heure, on ne parle pas de parties prenantes, des parties puissantes. En fait, de par ma situation diasporique, je suis relativement protégée, donc je suis relativement partie puissante de cette grande entreprise. Et donc, la charge mentale de la sécurité, bah, quelque part, c'est normal que ça m'incombe de veiller sur mes sœurs. C'est ça aussi, en fait, pour moi, cette idée de manière très pragmatique du féminisme, d'une praxis féministe décoloniale. Je vous remercie. Merci beaucoup, Rose. Donc, c'est vraiment très intéressant l'exemple par lequel, à partir d'une situation concrète dans votre pays, vous avez amené l'aspect crucial de la sécurité. Donc, 3 éléments ont été vraiment clés dans votre intervention: la positionnalité, le financement, la sécurité des personnes activistes. Pour nous, dans la coopération internationale, la positionnalité n'est pas un terme très courant. Rose, est-ce que vous pouvez le définir en quelques mots, parce qu'il faut le traduire autrement? Ce n'est pas un terme très courant dans notre secteur.
OK. Alors, la positionnalité, c'est le fait… Alors, on a parlé beaucoup d'identité, par exemple. On va dire que la positionnalité, c'est le fait d'avoir plusieurs identités notamment, c'est-à-dire moi, je suis née et de nationalité camerounaise, j'ai grandi en partie au Cameroun et puis j'ai migré vers la France. Et donc, je suis passée de camerounaise, africaine, à africaine migrante et donc à noire en France, par exemple. Ça donne déjà une autre perspective parce que en France, quand on me regarde avant tout, c'est le fait que je sois une femme noire. Donc, je suis passée de femme africaine à femme noire. Et puis, en migrant au Canada, par exemple, je peux rajouter une autre positionnalité qui est femme noire, migrante, africaine, camerounaise et francophone. Donc, c'est toutes ces identités-là et souvent, très souvent, nous toutes et tous, on se situe, en fait, nos identités se situent, notre position se situe à l'intersection de plusieurs identités et donc de plusieurs enjeux sociaux, économiques et politiques. J'espère que c'est plus clair. Merci beaucoup, Rose. Donc, traduit dans notre secteur, la positionnalité va être surtout une problématique en étant consciente de notre position dans les rapports de pouvoir et de comprendre comment développer une stratégie pour atténuer ce pouvoir qui est existant, mais de l'atténuer pour favoriser la participation des personnes et particulièrement des femmes dans les pays du Sud. Donc, vous avez mis l'accent sur l'idée de privilégier les petites structures et vous avez mis l'accent sur le fait que les procédures de financement sont élaborées entre bureaucrates et ne favorisent pas la plupart du temps les petites structures qu'on devrait un peu plus intégrer comme partenaires dans notre secteur. Alors, on s'en va vers notre dernière question de ce panel et elle s'adresse à Sofia Zaragoza. Sofia, comme vous le voyez dans le déroulement de cette table ronde, nous avons eu plusieurs exemples puisque les participantes viennent de pays et continents différents. Alors, nous avons eu plusieurs exemples concrets d'actions et de pratiques féministes décoloniales dans différents contextes. Nous avons aussi vu qu'il y a différents obstacles et limites, notamment en raison de différents rapports de pouvoir qui persistent, incluant et particulièrement les rapports entre les Nord et entre les Sud, mais aussi incluant les rapports de pouvoir liés à l'organisation même de la coopération internationale. Alors, Sofia, dans ce contexte, on peut se demander si la coopération internationale peut être décoloniale. Est-ce que c'est réaliste? Et dans cet esprit, comment peut-on réviser à la base les balises et les critères des partenariats pour que les organisations féministes décoloniales soient plus présentes et qu'une approche décoloniale qui atténue les pouvoirs des Nord sur les Sud. Sí, muchas gracias por esa tremenda pregunta. Yo creo que va en línea de muchas preguntas que están sobre la mesa en torno a las dinámicas descoloniales, particularmente en el norte, y desde miradas occidentales, por ejemplo, las preguntas si es que la academia se puede descolonizar, es decir, de cierta forma la descolonialidad ha permeado a muchos ámbitos, pero como ya han dicho las panelistas que vinieron antes de mí, pues hay que tenerlo. Hay que tener esa discusión, digamos, con mucho cuidado y manejado de manera muy rigurosa. Es decir, una de las formas que yo lo he pensado, para responder a esa pregunta necesitamos como varias cuestiones sobre la mesa y varias preguntas previas. Para mí primero es situarnos dentro de un feminismo incómodo o una incomodidad, ¿no? Es decir, eso es lo totalmente opuesto a los feminismos de moda, liberales, neoliberales, ¿no? De lean-in feminism, es decir, toda esa cooptación que ya nos hablaba, digamos, que hemos hablado esta tarde, ¿no?
Entonces, primero situarnos en esa incomodidad para realmente poder tener discusiones incómodas, porque sí implica este choque de posicionalidades entre todas, ¿no? Y sí implica pluralizar nuestras miradas y sobre todo desesencializar justamente lo que me parece que decía Chamindra sobre las identidades, pero también desesencializar los espacios y las espacialidades. Entonces, creo que lo primero, y para quienes hemos trabajado en la cooperación funciona y es una estructura que tanto en el funcionamiento de su personal, de recursos humanos, pero también en la retórica y en su praxis está permeado totalmente por prácticas todavía racistas y coloniales, ¿no? Donde permea un deseo blanco, un deseo civilizatorio. Entonces creo que el desmantelar todo el aparataje de la cooperación internacional, su razón de ser, cómo comprende el mundo en términos de políticos, históricos y geográficos, realmente requiere de una, digamos, de repensarse totalmente, ¿no? Creo que hay como dos temas que yo he visto que todavía son espacios de mucha tensión. Uno es la persistencia de todavía hablar del desarrollo. Creo que es un término que al menos en América Latina y desde la ecología política, las diferentes líneas de ecología política, pero también geografía crítica y economía feminista, es un término que cada vez se usa menos. Y ahí creo que veo que hay una cierta tensión de, bueno, de lo que hablaba Noelí también, ¿no? De qué lenguaje vamos a utilizar cuando tenemos diferentes perspectivas ontológicas totalmente distintas y a veces antagónicas. Entonces, me acuerdo que hace poco nos invitaron algunas feministas de América Latina de la línea descolonial para hablar justamente de la relación entre Europa y América Latina, y uno de los temas era el desarrollo, y para nosotras era muy, muy difícil porque el desarrollo, como les menciono, es un término que ya no usamos mucho y más bien utilizamos términos y propuestas ya sobre la mesa como la agroecología, incluso otras propuestas para hablar de cuerpos, de territorios, de espacios acuáticos. Entonces, ahí hay tensiones latentes, ¿no? Y la otra tensión, que eso sí creo que lo hacen muy bien los feminismos comunitarios e indígenas, es el cuestionamiento del feminismo liberal y neoliberal, de estos discursos de todavía de empoderamiento desde lo individual, que eso todavía permea y todavía están en todos los instrumentos de temas de género en la cooperación, ¿no? Es decir, todos los instrumentos internacionales para la defensa de los derechos de las mujeres todavía siguen siendo muy binarios, muy cisgénero, muy heteronormados, y sobre todo se basan en lógicas de un sistema de género muy liberal y muy occidental. Entonces, también significa repensar, bueno, si vamos a hacer cooperación, ¿con qué instrumentos, ¿no? ¿Con qué marcos internacionales? Porque recordemos también, el marco de derechos humanos es muy cuestionado desde otras teorías, no solo la descolonial, sino también mucha teoría indígena que cuestiona esta necesidad de ser reconocido y de ser incluido. Entonces, por ende, digamos, desarrollo, feminismo liberal, las cuestiones de inclusión, de reconocimiento son las grandes preguntas, creo yo, de donde estamos discutiendo la descolonialidad, y creo que antes de pensar si podemos descoloniar la cooperación, son esas las preguntas que tenemos que hacernos. Otra pregunta que pongo sobre la mesa y para el debate es, bueno, esto de la sororidad, la solidaridad y lo transnacional, ¿no? Y vemos que el feminismo o los feminismos descoloniales latinoamericanos ya se estaban preguntando sobre si efectivamente las propuestas de Chandra Mohanty sobre ese feminismo transnacional realmente es posible, ¿no? Y hay grandes críticas digamos, de que si realmente se puede lograr eso, porque se necesita una rendición de cuentas distinta, si estás en el norte versus si estás en el sur. Entonces han existido fuertes cuestionamientos desde algún tiempo ya, si realmente el feminismo transnacional lo que hace es obviar esas preguntas duras, gruesas, y simplemente llegar a un deseo, ¿no? Un deber ser del feminismo, como es la interseccionalidad un día, que estoy de acuerdo con mis compañeras que
hablaron antes de mí de que ha sido totalmente cooptado y a veces yo sí siento cierta incomodidad de que se hable de la interseccionalidad antes de que se hable de temas y la rendición de cuentas de la blanquitud en la cooperación. Y quizás uno de los otros temas que me gustaría plantear, ¿no? Dentro de esta incomodidad y las incomodidades dentro de los feminismos que son necesarios para hablar de ciertas descolonialidades, es esto de desesencializar no solo la identidad y los cuerpos, sino también los espacios y las geografías. Y eso tiene que ver con mi propia posicionalidad como mujer migrante entre Estados Unidos y Ecuador, una migración que comenzó a los 4 años y que siempre estoy entre un pie en el norte, un pie en el sur, y la necesidad de pensar en la posicionalidad de las personas migrantes o la diáspora y lo que eso implica para deshacernos de este binarismo norte y sur. Entonces, no todo lo que se produce en el sur es descolonial y no todo lo que se produce en el norte es colonial, ¿no? Eso es necesario para poder tener esta conversación, si no, simplemente de nuevo caemos en estos binarismos que ya se han cuestionado acá. La posicionalidad de la migración y de los migrantes o las personas migrantes es clave. Yo creo que ahí, digamos, ya Sonia Álvarez y otras han escrito sobre la translocalidad, la translocación, qué ocurre cuando viajamos con teoría feminista entre el norte y el sur y cómo la teoría va a ir cambiando a la medida que vamos viajando con esa teoría. Y eso creo que es un elemento muy importante para esta discusión porque pone sobre la mesa la multidimensionalidad, digamos, de sujetos o sujetes y de experiencias de vida que muchas veces son transculturales, ¿no? Es decir, si vemos y si partimos desde una posicionalidad de la translocalidad, se hace muy difícil caer en esencialismos geográficos, ¿no? Que sostienen estas ideas fijas sobre la colonialidad. Y eso efectivamente resulta en una incomodidad epistémica, pero creo que esa es la única forma que vamos a poder realmente salirnos, ¿no? de estas preguntas y de buscar respuestas a preguntas tan gruesas como si se puede descolonizar la cooperación. Muchas gracias. Merci beaucoup, Sophia. Donc, avec votre intervention, nous terminons le tour de table. En fait, vous avez mis l'accent sur l'importance de repenser notre situation au complet. Par exemple, le terme de développement s'utilise de moins en moins dans votre pays et dans votre région. Et c'est très expressif de la tension des débats en cours. Vous avez souligné l'importance de réfléchir sur le cadre international en le rendant plus inclusif des autochtones. Vous avez rappelé que l'idée ou l'approche de l'intersectionnalité a été cooptée et que dans cet esprit, il faut repenser plusieurs aspects, par exemple, désessentialiser les corps, les personnes, les groupes, et par exemple, repenser la positionnalité des personnes migrantes. Donc, autant de questions qui présentent vraiment des défis concrets pour repenser la coopération internationale dans un esprit décolonial, intersectionnel et féministe. Alors, je ne veux pas faire ça long, mais je vais récapituler très rapidement en mettant en lien un peu la synthèse de la première partie de ce débat avec la synthèse de la deuxième partie pour qu'on puisse aller vers la discussion. Grosso modo, on peut dire que cette table ronde a montré à quel point il y a une diversité des féminismes décoloniaux. Il y a le principe général, mais sous la perspective de chaque panéliste et selon son contexte, son expérience, son expertise, l'approche du féminisme décolonial est plus ou moins différente. On a beaucoup insisté sur l'importance de revisiter nos histoires, nos mémoires, nos défis, pour que nous puissions élaborer une nouvelle
terminologie pour nommer qui nous sommes, c'est-à-dire un nouveau regard collectif sur soi et sur le groupe. On a parlé de rendre l'engagement féministe plus inclusif des communautés marginalisées, les personnes racisées, les personnes non-binaires, et de lier cela à la justice économique et sociale. On a parlé de désintellectualiser notre approche, la sortir du local en allant au-delà de l'inclusion pour penser à démanteler le système et les structures dominantes. On n'a pas aussi mis l'accent sur le fait que les discours féministes dans certaines pratiques et dans certaines régions ont tendance à exclure, mais que quand même ce qui annonce un nouvel horizon, c'est qu'il y a une nouvelle tendance inclusive intégrant le discours des féministes autochtones par exemple. Et donc on a aussi insister pour impliquer plus des ONG féministes qui ont une approche décoloniale. On a insisté sur l'importance de réfléchir à la sécurité des ONG activistes et sur l'importance de privilégier les petites structures. Et on a, la dernière intervention est allée vers un regard encore qui nous appelle plus globalement à repenser notre situation au complet et à réfléchir sur le cadre international de la coopération et de la solidarité en le rendant plus inclusif des autochtones, en y corrigeant même l'approche de l'intersectionnalité. Alors voilà, donc par cette synthèse, j'invite ma collègue Isabelle à voir s'il y a déjà un début de discussion et de questions et de réflexions dans le chat. Et comme ça a été dit au début, nous n'attendons pas des centaines plus d'environ 128 personnes qui sont encore présentes autour de la table. Nous n'attendons pas que des questions, nous attendons de votre part aussi des idées, des réflexions, parce que, comme on l'a dit, le féminisme décolonial est en co-construction et nous sommes toutes et tous en train de le co-construire. Isabelle? Oui, merci. Déjà, un petit point par rapport au temps, parce que les deux tours de table ont été très stimulants, très riches. On est déjà, en fait, on avait planifié tout naïvement un 40 minutes de discussion et d'échange, mais il y a eu énormément de choses qui sont passées. Puis là, il y a déjà midi 23, il y a de nos panélistes qui avaient déjà des engagements tout de suite après. On le sait que les personnes qui travaillent sur ces questions-là, le 8 mars, c'est toujours, puis j'imagine que c'est la même chose dans la salle virtuelle déjà chargée, donc on n'aura pas le choix probablement d'écourter, ça c'est une chose. Pour ce qui s'est passé déjà dans le chat, ça a déjà été répondu, donc des réactions très positives à ce qui a été dit, des questions, les collègues panélistes ont déjà répondu, donné des références quand c'était demandé, donc j'irai pas plus loin. Moi, le point que je voudrais juste ressortir de la synthèse aussi, c'est la question de la non-binarité. Dans cette déconstruction-là, la non-binarité dans tous les plans et notamment ce qu'on ramène tout le temps de relations nord-sud, ça aussi, c'est une conception assez binarisante. Donc, je pense que ça à mettre aussi sur la table dans la réflexion. Donc, j'improvise, mais je comprends que les panélistes et les personnes qui participent ne peuvent pas, bien sûr, toutes rester par la suite. On peut ouvrir la porte aux personnes qui peuvent rester à rester, mais en sachant que les temps, ça fait aussi partie de la charge mentale et du travail invisible souvent qui est fait ces espaces-là. Le désir de discussion n'est pas moins là, mais voilà, donc j'ai pas vraiment de solution à part de dire. Puis moi, je me dis, je m'engage moi, là. Mais j'ai vu qu'il y avait une demande à savoir est-ce que ça allait être enregistré, est-ce qu'elle allait avoir un retour. Il y a quelque chose qui va être fait pour consolider ce qui se discute ici, très certainement. Je pense que pour la charge, m'avance, pour le CQFD, la COSI aussi, mais vous avez nos contacts aussi. Donc, puis c'est un début de réflexion, donc ça peut excéder l'espace qu'on a ici. Là, ce bout 40 minutes-là d'échange, peut-être qu'il prendra une autre forme. Michel, je ne sais pas si tu voulais ajouter quelque chose par rapport à ça. En fait, je crois que la prochaine activité, on devrait commencer par la discussion.
et amener nos panélistes à réagir ou à embarquer dans la discussion. Ce serait une façon de répondre aux interpellations qu'on a eues d'écouter, de partager la parole et d'avoir des invités qui ont des expériences de vie. On a dit qu'il fallait reconstruire le féminisme à partir de nos histoires, de nos mémoires partagées. Alors, on pourrait aussi réinventer une animation qui tiendrait compte et qui donnerait la parole aux personnes présentes. En tout cas, c'est une suggestion, mais je ne crois pas effectivement qu'on va pouvoir poursuivre. Et on m'avait demandé de dire un petit mot de la fin. Et, Michel, Oui. est-ce qu'on voudrait juste dire aux personnes qui participent qu'il y a un lien pour évaluer l'activité? S'il vous plaît, avant de quitter, si vous voulez participer par votre évaluation. Merci beaucoup. Merci, c'est très important. Mais moi, ce que j'ai à dire, c'est merci. Merci, merci, mille merci d'avoir enrichi nos pensées. Vous nous avez interpellés, des interpellations qui nous imposent une plus grande réflexion. Cette réflexion, elle doit influencer nos pratiques et nos actions de solidarité d'abord, nos actions de coopération. Et certainement, il y a un engagement à vous inviter à nouveau, à nous retrouver pour approfondir ces réflexions. J'ai plus de 12 pages de notes et plein de mots-clés. Un mot-clé qui m'interpelle beaucoup, auquel je crois, c'est la pluralité, la diversité, les féminismes des Suds et les féministes du monde. Et j'ai beaucoup aimé quand on nous a rappelé qu'Angela Davis nous disait qu'il fallait garder notre optimisme. Je trouve dans ce monde si malmené, ce monde en guerre, en conflit, et pour lesquels les femmes subissent tant de conséquences, il faut réinventer ce féminisme avec une perspective optimiste. Alors, merci énormément pour votre présence et pour nous avoir si tant alimentés. Merci. Et au revoir.